Mesdames et messieurs, chers auditeurs, chers téléspectateurs, nous sommes très heureux de vous recevoir sur les antennes de la radiodiffusion nationale tchadienne et la télévision nationale tchadienne. Au Tchad, les autorités traditionnelles et coutumières sont les collaborateurs de l'administration. En plus de leur rôle ancestral des gardiens des us et des coutumes, les chefs traditionnels sont les piliers de l'administration du territoire. Ils sont les modèles de la société tchadienne, la référence et la source de lumière pour les communautés. Quel rôle ces dépositaires de valeurs culturelles et traditionnelles jouent-ils dans les différents domaines de la société? Quelles difficultés rencontrent-ils dans l'exercice de leurs fonctions? Et comment faire pour redorer l'image de la chefferie traditionnelle au Tchad? Autant de questions qui seront débattues à travers ce thème principal, les chefferies traditionnelles. Pour débattre de ce thème, nous avons l'honneur de recevoir sur ce plateau Sa Majesté Tamita Djingar. Merci d'avoir accepté de participer à cette émission. Merci. Je rappelle aux téléspectateurs et aux auditeurs que vous êtes président du Haut Conseil des collectivités autonomes et chefferies traditionnelles et président de l'Association des autorités coutumières et traditionnelles du Tchad. Nous recevons également sur ce plateau Sa Majesté Youssouf Mamadou Afono. Merci d'avoir accepté de venir participer à cette émission. Merci. Voilà, vous êtes le chef de canton d'Enguelia 1 dans la province du Lac et par ailleurs président de la cellule de l'association des autorités coutumières et traditionnelles section donc du Lac Tchad. Voilà. Et nous avons également un juriste avec nous sur ce plateau, Dr Ngabo Ndiaya, qui participe pour la deuxième fois à cette émission. Merci d'avoir accepté de participer à cette émission. Merci, c'est un plaisir. Voilà, vous êtes juriste, enseignant-chercheur à l'université de N'Djamena. Alors, pour aborder le sujet qui est à l'ordre du jour, nous posons une question cruciale. Comment se portent les chefferies traditionnelles au Tchad? Merci pour l'invitation pour participer à cette émission qui est à notre niveau très très important parce que on parle de la chefferie traditionnelle, mais il est important, disons, que nous disions exactement que représente la chefferie traditionnelle pour le Tchad. La chefferie traditionnelle, évidemment, se porte bien. Et sa santé morale, physique, dépend également de la santé du pays. Et si notre pays, le Tchad, se porte bien, notre pays est en train, disons, de préparer un événement majeur, le dialogue pour la réconciliation et pour la refondation du pays. Et donc, je pense que nous nous préparons également de la même manière que toutes les couches sociales du pays. Et je pense que ce travail nous amènera véritablement à ce que les Tchadiens se retrouvent, dialoguent, échangent, se réconcilient et prévoient, disons, le Tchad de demain, comment faire pour que le Tchad de demain puisse véritablement être préparé pour que tous les filles et les fils de ce pays puissent s'impliquer véritablement pour bâtir un Tchad du XXIe siècle, un Tchad pour les générations futures. Alors, Sa Majesté Youssouf, oui. Le Tchad se porte, la chefferie traditionnelle au Tchad se porte bien, se porte comme le pays? Comme le président le disait, oui. La chefferie traditionnelle, elle est, bien que là, se porte très bien parce que les chefferies traditionnelles, les autorités traditionnelles sont aujourd'hui des acteurs essentiels de la vie nationale. Donc, ils participent activement à la mise en œuvre de la politique, n'est-ce pas, du gouvernement, notamment en assistant les autorités administratives dans leurs missions. Donc, elles constituent aussi un moyen essentiel dans la construction de paix, et de vivre ensemble entre les Tchadiens. Donc, ça, c'est très important. Oui, dans leur rôle moral, avec ce regard juridique, quelle appréciation faites-vous du rôle que joue en ce moment la chefferie traditionnelle au Tchad? Merci. Je voudrais dire que les chefferies traditionnelles au Tchad jouent un rôle extrêmement important, notamment dans le cadre de l'encadrement de la population et de la mise en place des actions de développement. Je voudrais dire que les chefferies traditionnelles sont les seules institutions traditionnelles qui ont une réelle emprise sur la population. Et de ce point de vue, en les associant à toutes les actions, je pense qu'on atteint mieux les objectifs qu'on veut se fixer.
Et c'est pour ça qu'il faut davantage les impliquer pour pouvoir leur permettre de continuer à jouer activement ce rôle, surtout sur le plan de la cohésion sociale et de la paix. Donc les textes sont suffisamment clairs, hein. Les attributions des chefs traditionnels sont clairement définies dans nos textes. Alors, quelle a été la conception coloniale des chefferies traditionnelles? Je vous repose la même question, peut-être avec quelques commentaires de leur majesté. Les chefferies traditionnelles sont des structures qui ont existé avant la colonisation. Et je pense que la colonisation s'est plutôt servie des chefferies traditionnelles pour s'asseoir. Parce que c'est grâce aux chefferies traditionnelles que l'administration coloniale a pu communiquer avec les populations, a pu régler un certain nombre de problèmes et a pu s'installer sur les territoires. Donc je pense qu'à un certain moment, ce rôle-là devait être reconnu à travers les textes. Je crois que c'est ce qui a été fait aux premières heures de l'indépendance lorsque des textes ont été adoptés dès 1960 pour définir clairement les attributions des chefs traditionnels afin de leur confier un certain nombre de missions. Quel regard vous avez apporté sur la conception coloniale des chefferies traditionnelles et est-ce que cette conception rime avec les réalités de notre pays? Ou du moins les réalités de l'heure. Comme vient de le dire le juriste qui est à ma gauche, il faut d'abord se dire que la chefferie n'est pas un instrument de la colonisation. La colonisation n'a fait qu'utiliser les structures qui existaient pour véritablement asseoir son administration. Il les a traités comme des auxiliaires de l'administration qui étaient juste là pour, disons, communiquer les directives de l'administration à la population et recueillir, disons, les doléances de la population en direction de l'administration. Mais il faut, pour une bonne compréhension, se dire que cette entité qui est maintenant le Tchad a été gérée, les populations ont été organisées bien avant l'arrivée, disons, des colons. Et l'arrivée qui a été, disons, dictée par la conférence de Berlin, qui s'est tenue de novembre 1884 à février 1885 à Berlin, sous la présidence, disons, de von Otto Bismarck, où les États occidentaux ont balkanisé l'Afrique, se sont partagés l'Afrique. Et c'est comme ça que la France fut, disons, le colonisateur de cette entité qu'est le Tchad. Mais avant cela, il existait déjà des formes d'organisation, deux formes d'organisation. Il y a la forme d'organisation monarchique qui était bien implantée, c'était comme des monarchies et qui géraient au niveau administratif, au niveau social, au niveau religieux, au niveau politique et économique des entités. Il y en a trois. À l'ouest, le royaume du Kanem-Borno, qui dépassait largement les frontières, disons, actuelles du Nigeria, et qui gérait toute cette entité-là. À l'est, vous avez le royaume du Wadaï, qui avait déjà des relations commerciales avec le Moyen-Orient, qui était sous l'emprise de l'Empire ottoman, l'actuelle Turquie, la Turquie actuelle. Et vous avez au centre le royaume du Baguilmi, qui également était, disons, une forme d'organisation monarchique. Mais il y avait également toute une sorte, une deuxième forme d'organisation, beaucoup plus familiale, clanique et tribale, qui permettait, disons, d'organiser les populations qui étaient sous leur emprise et qui faisait que ces structures-là, notamment les grandes monarchies, existaient déjà vers les 11e et les 12e siècles. C'est-à-dire largement avant la pénétration occidentale sur nos territoires. Et ils le géraient très bien. C'était pratiquement les époques médiévales, le Moyen Âge européen. Et donc, ça veut dire que les sociétés existaient, ils avaient des pouvoirs véritablement reconnus et c'était véritablement des structures qui existaient et travaillaient, encadraient les populations. Bon, à vous entendre, dans l'espace, les chefferies traditionnelles ont été victimes même de la colonisation parce que les territoires ont été morcelés. Bien évidemment, le colon est venu, le colon a utilisé à ses profits toutes ces entités. Les colons ont complètement, disons, phagocyté
les grandes organisations monarchiques pour en faire, disons, des entités l'auxiliariat qui les a servis pour dominer toute la population. Bon, si vous n'étiez pas en mesure, si vous étiez un peu récalcitrant, on vous supprimait. Donc il fallait accepter d'être sous la domination du colon ou bien disparaître. Donc ils ont été complètement phagocytés, complètement annihilés et ils ne servaient plus que les intérêts. Ils n'étaient là pour communiquer les directives de l'administration coloniale aux populations et recueillir les vœux des populations en direction, disons, de l'administration coloniale, faire, disons, de la collecte, disons, des taxes civiques, faire, disons, assurer, disons, la police, assurer, disons, un minimum, disons, de fonctions qui permettaient, disons, à bien contrôler les populations qui étaient sous leur emprise. Oui. Voilà. Donc ils étaient des auxiliaires de l'administration, un point, un trait. Je me tourne vers Sa Majesté Mamadou pour compléter sur la question surtout qui concerne l'évolution des chefferies traditionnelles au Tchad, en dépit des effets néfastes que la colonisation a perçus, palpables, sur les chefferies traditionnelles au Tchad. D'accord. Oui, comme le président vient de dire, la chefferie traditionnelle existait, c'est une structure très ancienne qui existait bien avant la colonisation. Au moment de pénétration de la colonisation, ils se sont inspirés, n'est-ce pas, basés sur... Ils ont utilisé, comme je le disais maintenant, sur cette chefferie pour... Non, mais aujourd'hui, avec... depuis 1996, déjà peut-être avec la Constitution, une nouvelle Constitution, les chefferies, le rôle des chefferies traditionnelles, comme successivement les constitutions ont recommandé, il y a des changements, donc modernes par rapport à leur collaboration avec l'administration. Alors, docteur, quel rôle jouent les chefferies traditionnelles réellement dans les différents domaines? On peut citer entre autres le vivre ensemble, le développement, l'ancrage de la bonne conduite citoyenne. Quel rôle les chefferies traditionnelles peuvent-elles jouer dans ces différents domaines? Les missions donc des chefferies traditionnelles telles que ça a été consigné dans les différentes lois fondamentales du Tchad. Et ça a été repris également dans les autres textes, les ordonnances et les décrets pour pouvoir mettre un peu en exergue cette fonction. Comme nous l'avons rappelé tout à l'heure, la colonisation a plutôt contribué à l'effritement donc des chefferies traditionnelles, à les affaiblir. Mais aujourd'hui, je crois qu'il y a une sorte de prise en main parce qu'on se rend compte davantage que ces structures-là peuvent encore contribuer plus à un travail qui permet donc de restaurer la paix, qui permet de faire la cohésion entre les différentes populations, parce que en réalité, les chefs traditionnels sont des autorités morales. Donc, c'est eux qui défendent nos valeurs. Et c'est en cela qu'il faut dire que c'est un symbole important. Et donc, dans ce sens, ils sont écoutés et ils peuvent véhiculer un certain nombre de valeurs par rapport à la bonne conduite, par rapport à la cohésion sociale, par rapport à l'unité nationale, etc. Et je crois que ça porte. C'est pas pour rien que, avec les réformes de 2018, je crois, cette structure de haute collectivité décentralisée, c'est ça, et de chefferie traditionnelle, voilà, a été mise en place. En fait, c'est une forme de considération à l'endroit de ces structures qui ont beaucoup contribué pour la paix au Tchad. Ce qui est vrai, il y a eu ces dernières années peut-être une exploitation un peu politique des chefferies traditionnelles. Et pourtant, les textes sont suffisamment clairs. Les chefs traditionnels doivent observer une certaine neutralité. Et c'est par rapport à cette neutralité qu'ils peuvent accomplir normalement leur mission, sans des implications politiques, etc. Et il est important que ce chef-là soit accompagné dans leur mission pour pouvoir sensibiliser les populations. Il ne s'agit pas seulement d'encadrer les populations, mais aussi de le mettre devant leurs responsabilités. Et donc, je pense que les chefs traditionnels ont beaucoup à apporter dans ce sens.
Et au niveau de la gouvernance locale, vous jouez également un rôle très important. Concrètement, qu'est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que vous jouez comme rôle à ces différents niveaux? Je dirais, comme on l'a dit tout à l'heure, les chefs traditionnels étaient et demeurent le fondement même de la nation. Et ils ont contribué au maintien de la paix et de la cohésion. Je dirais que pendant les périodes difficiles, où le Tchad n'existait plus en tant que nation, où toutes les institutions de la République ont disparu, quels sont ceux qui sont restés avec les populations à la base? Seuls les chefs traditionnels, les autorités traditionnelles coutumières étaient restés à leur poste, étaient restés en place quand le Tchad, dans les années 1979 et 80, n'était plus qu'un État néant. Mais les chefs étaient restés à leur poste. Et ils ont continué à encadrer leur communauté respective et même à avoir des liens avec les différentes communautés. Et plus encore, certains chefs, au prix de leur vie, ont protégé des populations qui étaient en danger de mort dans certaines zones. Des déplacés. Des déplacés. Et ça, je pense que c'est cette responsabilité des chefs traditionnels que le feu maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, paix à son âme, a reconnu, échéance-là, comme le disait le juriste tout à l'heure, qu'il a pu leur ériger cette institution qui est le Haut Conseil des collectivités autonomes et des chefferies traditionnelles. Et quelles sont les prérogatives de cette institution qui vous regroupe? Cette institution qui regroupe et les élus locaux et les personnes ressources, contenant au total 51 personnes, avait pour mission de donner des avis motivés sur les politiques de décentralisation, d'aménagement du territoire et de développement d'une manière générale, et toutes les questions relatives aux chefferies traditionnelles, et également devait procéder, disons, au règlement non juridictionnel des conflits. Donc c'est une mission énorme qui nous a été confiée en tant qu'institution importante de la République. Et effectivement, au-delà du rôle des gardiens des us et coutumes, les chefs traditionnels sont devenus maintenant une institution qui peut participer effectivement, disons, à la vie politique, à la vie de développement de la nation. Et c'est ce qui a été fait. C'est ce qui a été fait. Et nous avons pu, pendant ce laps de temps qui nous a été consacré, participer effectivement à beaucoup de résolutions des conflits dans diverses zones. On a participé en avril-mai 2019 à la résolution des conflits à Moïto par rapport, disons, au point d'eau qui faisait des problèmes dans la Djerlamis. Et effectivement, on a effectué des missions de règlement des conflits en juin-juillet 2019 dans les provinces du Wadaï et du Sila. Et également, en novembre 2020, nous avons effectué, disons, des missions de résolution de conflits dans le Mayo Kibi Est, notamment à Gounougaya, et dans la Tangélé à Gabri-Ngolo. Donc voilà, nous avons effectué énormément de missions de résolution de conflits. Et effectivement, compte tenu des difficultés du vivre ensemble qui profilaient à l'horizon, la première à la deuxième session du Haut Conseil des collectivités autonomes en 2019, nous avons inscrit à l'ordre du jour le thème portant sur la recrudescence des conflits communautaires. Quelles solutions durables y trouver?
Et ensuite, il fallait impliquer véritablement les chefs traditionnels dans les actions de développement. Et on s'est posé la question à la deuxième session en 2020, la chefferie traditionnelle du Tchad, quel rôle doivent-ils jouer? Des recommandations ont été faites à l'issue de ces différentes sessions, des recommandations très fortes, portant, disons, sur les problématiques, disons, des conflits, et la chefferie territoriale comme élément essentiel de développement ont été faites aux plus hautes autorités du pays. Malheureusement, nous constatons que malgré tout ce qui a été fait, on enregistre également encore, disons, des morts d'hommes par rapport à la création des chefferies et à l'installation des chefferies. Oui. Oui, c'est ce qui s'est passé dans le Ouadaï. Dans le Ouadaï. Véritablement, je pense qu'il y a un sérieux problème à ce niveau-là. Nous aurons l'occasion de revenir sur les défis. Je me tourne vers vous, Sa Majesté Mamadou. Vous êtes le chef de canton de Nguélia 1. C'est dans la province du Lac. C'est une province qui est secouée, qui subit les incursions des terroristes. Est-ce que vous êtes associé, par exemple, à la recherche des solutions à ce problème? Les chefferies traditionnelles font aussi des sensibilisations d'abord, parce que quand la zone est infectée, il faut d'abord sensibiliser la population sur plusieurs domaines. La population a été sensibilisée par les chefs traditionnels. Ils vont aider les hommes de sécurité afin de les requérir des informations, chose qui a été faite, et en mettant aussi sur place des comités de vigilance qui veillent et recueillent les informations afin de transmettre aussi à la sécurité. Donc, cette affaire a été aussi grâce aux chefferies traditionnelles pour l'encadrement de ces populations en ce temps. Alors, merci. Je relance la question sur l'aspect que vous avez soulevé concernant la création des cantons. Ces cantons qui se créent ça et là, c'est le morcellement des chefferies traditionnelles. Est-ce que ce n'est pas vraiment un handicap majeur pour l'épanouissement des chefferies traditionnelles? Peut-être je pose d'abord cette question aux juristes et vous allez vous faire compléter par Sa Majesté Tamita. Voilà, en tant qu'observateur, je voudrais dire que c'est même une source de problèmes. Normalement, pour mettre en place les chefferies traditionnelles, il faut s'appuyer sur deux éléments. Le premier élément, c'est le ressort territorial. Il faut définir clairement et de façon objective le ressort territorial de la chefferie traditionnelle qui va être mise en place. Le deuxième élément, c'est le fait que les textes disent qu'au Tchad, on ne peut être chef traditionnel que lorsqu'on appartient à la lignée de la chefferie traditionnelle de la localité. Là, vous touchez l'aspect succession. Voilà, lorsqu'on a respecté les deux éléments, je pense qu'on a contribué énormément à créer les conditions de paix dans le pays et dans nos territoires. Si on ne le fait pas, parce qu'aujourd'hui, je me souviens qu'avec les réformes qui ont eu lieu, quand on a essayé de faire un peu la situation, on en était à plus de 600 chefferies traditionnelles. C'est beaucoup pour un pays comme le Tchad. Et comment ces chefferies ont été constituées? C'est-à-dire qu'on a, comme vous venez de le dire, on a morcelé des territoires qui existaient déjà. Et ça a été une source de problème. Alors qu'on a souligné tout à l'heure le rôle des chefferies traditionnelles, par exemple en matière de police administrative. Les chefferies traditionnelles contribuent au maintien de l'ordre public, à la réalisation de la sécurité. Et donc pour le faire, il faut les mettre en confiance. Mais lorsqu'on crée des problèmes sur leur territoire, en ce moment, il y a une sorte de défiance vis-à-vis des pouvoirs publics. Et ça ne contribue pas à créer les conditions donc, de cohésion nationale qu'on chante tant. C'est pour ça que les textes sont clairs. Il faut simplement respecter le texte si on veut éviter. Par exemple, aujourd'hui, le problème de conflit agriculteur-éleveur, si on avait confié, si l'État avait pris ses responsabilités et qu'on avait confié aux chefs traditionnels la gestion de ce conflit, je pense qu'on n'en serait pas là. Parce qu'ils sont écoutés. Et il faut leur laisser, puisqu'on a dit qu'ils ont le pouvoir de conciliation. C'est-à-dire de faire un peu de la médiation entre les gens pour arriver à des solutions amiables. Ça permet d'éviter les conflits
ça permet d'éviter d'aller tout le temps devant les juridictions. Parce qu'il y a une mentalité en Afrique, ce n'est pas seulement au Tchad, hein, qui n'accepte pas quand vous avez traîné quelqu'un devant un juge, même s'il ne vous le dit pas, ben, il ne vous porte pas dans son cœur. Donc lorsqu'on a réglé d'une bonne manière et à l'amiable, on a étouffé. Et donc là aussi, c'est vrai qu'il y a des interférences, mais il faut que les choses se fassent normalement, comme ça a été prévu. Oui. Sa Majesté, le morcellement et la création de toute pièce des chefferies traditionnelles ne constitue-t-il pas un défi, une entrave à l'épanouissement de chefferies traditionnelles au Tchad? Bon, c'est même l'entrave majeure à l'épanouissement, disons, de la population. On avait dit au départ que les chefferies traditionnelles étaient et demeurent le fondement de la nation. Dans ce cas de figure, il faut que les structures en création respectent un certain nombre de règles. Est-ce qu'il y a des études au préalable qui ont été faites pour définir, disons, la viabilité des structures qui vont être mises en place? Il faut absolument que cela fasse l'objet des études. Il ne faut pas qu'on se lève un matin et qu'on dise que non, on va aller créer. Ça va créer plus de problèmes que ça ne va en résoudre, alors qu'on dit qu'on est vraiment à la base de la cohésion nationale. Donc il faut faire attention. Et il faut véritablement respecter les textes en vigueur, qui sont clairs là-dessus. Et je dirais également que naguère, la chefferie traditionnelle était l'auxiliaire de l'administration. Mais elle a été élevée par la Constitution de 1996, après la Conférence nationale de 1993, au rang de collaboratrice d'administration. Et de ce fait, reconnue, disons, dans la loi organique 13 de 2010, nous sommes amenés à apporter notre contribution pour aider l'administration locale pour un meilleur encadrement de la population. Malheureusement, on constate dans bien de cas que la collaboration qui devait exister n'existe pas. Et des problèmes récurrents sont enregistrés dans beaucoup de provinces, notamment des traitements humiliants et dégradants des chefs traditionnels par les autorités administratives et militaires. Il y a le problème des morcellements des cantons qui existent pour en faire, disons, des entités pratiquement non viables et qui sont à la source des problèmes que nous connaissons. Et on impute, c'est les chefs qui sont en train de faire, alors que c'est ça qui crée vraiment des problèmes. Il y a la création des cantons sans assises territoriales. Comment voulez-vous que cela marche? Et il y a l'immixtion de certains hommes politiques, des opérateurs économiques et des militaires dans la gestion des chefferies traditionnelles. Ça, on a ramassé de manière groupée les problèmes majeurs que nous rencontrons, disons, dans certaines entités, dans certaines provinces, dans notre pays. Et il faudrait trouver des solutions. Ouais. Trouver des solutions pour faire des chefferies traditionnelles de véritables entités, comme ce fut le cas par le passé, comme on l'a dit. Pendant les périodes les plus difficiles, les chefs de canton ont travaillé, ont guidé, ont encadré la population. Mais donnez-leur cette possibilité pour qu'ils continuent à faire ce travail-là. On accueilli même les déplacés. On accueilli même des gens, on protégé des Tchadiens qui étaient en danger de meurtre. Mais il faut vraiment les respecter. Il faut leur donner cette possibilité de continuer à faire ce travail-là. Et surtout que le maréchal du Tchad, paix à son âme, nous a aidés à organiser la première conférence des autorités traditionnelles ou coutumières du Tchad qui nous a permis de produire, disons, la charte d'éthique et de bonne conduite des chefs traditionnels ou coutumiers du Tchad. Et ce document, ce bréviaire qui existe, prévoit énormément de choses. Ne prévoit pas seulement de bonnes choses à l'endroit des chefs traditionnels. Si les chefs traditionnels ne respectent pas leur engagement, font des choses qui ne marchent pas, il y a des sanctions qui sont prévues pour ça.
Des sanctions qui vont être prises jusqu'à la suspension des chefs qui se comporteraient de manière indélicate. Donc nous demandons aux plus hautes autorités du pays de nous donner la possibilité d'exercer normalement ce que nous faisons et de les aider également. Nous sommes là pour les aider, pour que tout ce qui va être fait en direction de la chefferie puisse être fait selon les normes, dans le respect et de manière à ce que la chefferie puisse véritablement être au service de cette nation. Et là, nous sommes en train de relever déjà les difficultés que vous rencontrez dans l'exercice de votre fonction. Et Sa Majesté, l'autre pan de problème, c'est la succession à la tête des chefferies, avec l'émission, l'implication, la main invisible du politique. Est-ce que vous avez constaté cela? Quelle lecture faites-vous de cela? Oui. Donc, comme tout à l'heure, Monsieur le Président disait, les chefs traditionnels ont des rôles très importants dans leur communauté à jouer. Donc, certainement, pour les problèmes de la succession, quand un chef de canton, par exemple, décède, en tant qu'une organisation sociopolitique, la chefferie traditionnelle voulait bien que les gens prendront le temps minutieusement d'étudier. N'est-ce pas? Comment, ou bien, au moment de maintenant, depuis la Constitution de 1996, démocratiquement, je crois qu'il est dû, pour la succession, il faut organiser peut-être une élection. Mais cette élection, les électeurs, ça doit être des gens qui ont droit déjà à cette chefferie. Alors, l'élection, ça varie d'une chefferie à une autre, non? Oui, mais... Parfois, il faut tenir compte des réalités locales. Mais la réalité locale, il faut d'abord s'appuyer sur la loi démocratique. Qu'est-ce qu'il dit? Dans l'élection, il y a les ayants droit. Donc, l'élection traditionnelle, il faut d'abord, n'est-ce pas, donner maintenant les droits à ces électeurs-là, n'est-ce pas, pour qu'ils peuvent accéder déjà à l'autre, n'est-ce pas? Au trône. Donc, comme le disait, plus de problèmes qui se créent quand on donne une chefferie à celui qui n'est pas de la ligne. Ça pose des problèmes. Oui. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas encore plus dire parce que tout est déjà dit. Donc, il faut quand même un certain norme de respect vis-à-vis de la chefferie pour quand même, et en tant que source même de la cohésion sociale dans leur communauté, il faut donner cette chance pour qu'il y ait une instabilité au niveau de leur communauté. Sa Majesté, nous voudrions que vous prononciez également sur cette question de succession à la tête des chefferies traditionnelles, parfois avec l'influence politique. La succession, elle est tout à fait normale. Non? La succession, c'est de père en fils. Il ne faut pas aller chercher des problèmes. C'est de père en fils quand, d'une manière générale, c'est ça qui est accepté. Ou deux fois, il y a le conseil de famille qui est là. Et le conseil de famille, c'est ce qui est convenu à leur niveau. S'il faut confier à telle personne ou bien s'il faut confier à telle autre. Donc il faut laisser le conseil de famille statuer sur la succession. Maintenant, s'il y a des problèmes qui opposent les membres de ce conseil, ils vont décider de l'opportunité ou non d'organiser une élection, mais au sein de la lignée. Ouais. On n'en sort pas. On ne fait pas venir d'autres personnes. Donc, le conseil de famille décide. Si c'est de père en fils, voilà, on voit le fils aîné qui est là, qui doit, s'il a des bons comportements, le conseil de famille décide et c'est lui qui continue. Sinon, toujours dans le cadre du conseil de famille, ils peuvent demander, s'il n'y a pas le fils, peut-être l'oncle, qui est le frère du défunt, peut également jouer ce rôle. Mais cela ne se fait que dans le cadre strict de la famille. On ne sort pas. On ne va pas prendre quelqu'un à l'extérieur pour venir le mettre là. Les élections également causent énormément de problèmes. Donc les élections là, on ne peut les enquêter qu'en dernier lieu. Si véritablement on n'arrive pas à trouver une solution médiane pour séparer les gens, en ce moment-là, on dit, voilà, on va aux élections et en mettant en face au sein du groupe même qui doit reprendre le flambeau. Donc on n'en sort pas.
Voilà. Il faut éviter des immixtions de toutes sortes, des politiques, des machins, des opérateurs économiques et des machins, tout ça qui viennent, la plupart du temps, s'immixer dans tout ce qui se fait au niveau de la gestion des chefferies. Traditionnel. Voilà, traditionnel. Docteur Ngaba, Oui, pour aller dans le même sens que leur majesté, la question de la succession au niveau des chefferies traditionnelles, c'est une question importante. Et les pouvoirs publics ne doivent intervenir que pour entériner le choix de la famille. On ne doit pas imposer. Et on doit tenir compte du procès verbal du conseil des familles pour pouvoir le faire. Ouais. Et comme ils viennent de le relever très clairement, s'il y a contestation, en ce moment on organise l'élection, mais c'est toujours en s'appuyant sur la famille. C'est de cette façon qu'on peut éviter des litiges éventuels qui pourront naître donc de la succession. Et donc moi je pense que tout est bien cadré, il faut simplement respecter les normes qui existent. Celui qu'on a nommé, sans pour autant que les conditions soient réunies, doit se dire que c'est un piège dans lequel on l'a mis et qui peut se refermer sur lui. Si un chef de canton qui est nommé n'est pas de la famille, s'il n'a pour territoire, comme l'a dit quelqu'un, sa voiture, à partir de ce moment, c'est un danger pour lui-même. Donc il faut que les gens comprennent cela. Et ça permettra également de faire un pas en avant et d'éviter des problèmes qui sont aujourd'hui à l'origine des tensions au niveau des chefferies traditionnelles. Voilà, nous avons relevé des défis, des grands défis. Est-ce qu'il y en a d'autres qui méritent d'être mis en exergue, rappelés ici, en dehors de ces défis que nous avons relevés? Sinon, quelles sont les pistes de solutions faut-il proposer? Quand il y a la vie, il y a toujours des problèmes. Mais quand il y a des problèmes, il y a des solutions. Ouais. Et nous disons maintenant que la chefferie traditionnelle a beaucoup évolué. Et elle a évolué dans un sens aussi positif. Parce que vous allez constater dans ces rangs des gens qui ont un niveau d'instruction très élevé. Vous allez trouver des magistrats, vous allez trouver des avocats, vous allez trouver des ingénieurs comme nous, c'est un ingénieur à Goudron, Bac plus 6, vous allez trouver des médecins, vous allez trouver une panoplie de cadres et puis des profils interdisciplinaires très variés. Ce qui fait qu'ils ont cette capacité à apporter leur contribution par rapport aux politiques publiques d'une manière générale, à la conception, à la mise en œuvre et au suivi, à l'évaluation ultérieure des politiques publiques. Donc, c'est une très bonne chose et la structure de la chefferie pourrait, dans ce cadre-là, au-delà d'être des gardiens des us et coutumes, elle peut être également un levier important de développement. Oui. Et les chefs traditionnels, des acteurs vraiment de développement, dans des domaines variés, tels que la santé, par rapport, disons, à la vaccination des enfants, par rapport à la fréquentation des structures sanitaires, par rapport également, le problème le plus crucial actuellement, c'est la protection de la biodiversité. Et comment faire pour élever la capacité de nos populations à la résilience par rapport au changement climatique. Comment faire les mutilations génitales féminines, les maltraitances liées au genre puissent avoir un terme. Les populations vivent avec nous dans les territoires à la base. Et donc, les chefs traditionnels connaissent, appréhendent mieux que quiconque le vécu quotidien de ces hommes et de ces femmes qui sont dans leur territoire. Et c'est la raison pour laquelle je dis quand il y a des problèmes, nous travaillons avec l'UNICEF, nous travaillons avec les partenaires de développement pour lutter, disons, par rapport à toutes les maltraitances liées aux gens, les mutilations génitales, le mariage des enfants et bien d'autres.
Il y a les problèmes, disons, de la déscolarisation des enfants, principalement les filles dans les zones rurales. Et ça, les chefs étant à la base avec les populations, peuvent aider véritablement à trouver des solutions par rapport à ce problème. Et d'ailleurs, nous sommes en train de travailler avec certains partenaires, avec le ministère, disons, de la femme, dans ce domaine-là. Et je vous assure que je viens du village. Je suis arrivé hier seulement du village et automatiquement on m'a dit qu'il y a cette émission. Ouais. Mais j'étais là au village, on a été à Sarb pour voir les malheureux conflits qui étaient là-bas, ce qui c'est le désastre qui est passé là-bas. Mais au village, on a sensibilisé les populations, les chefs de village de notre canton par rapport, disons, à la mutualisation de la santé. Comment faire pour que les populations s'approprient leur santé en s'organisant, en mutualisant leurs énergies, leurs forces, leurs ressources pour ne pas courir, mais au niveau local. Comment faire pour que cela soit une réalité? Donc voilà, c'est un cas d'exemple où les chefs peuvent piloter des activités de développement, santé, protection des femmes, protection, disons, du genre, protection des droits des personnes, des biens, des personnes, disons, vulnérables, d'une manière générale. Et donc, nous, notre position à la base avec les populations ferait qu'on peut même anticiper sur la décentralisation des activités de développement. Si on sait véritablement comment, disons, le prendre, par quel bout le prendre. Et donc, la décentralisation, à la base complètement, dans les cantons, dans les villages, pourrait être une véritable réalité par rapport à tout ce qu'on a évoqué, le changement climatique, la protection de la biodiversité, les coupes abusives des bois, la protection des peuples. C'est des problèmes centraux qui sont vécus et pour lesquels la chefferie traditionnelle pourrait apporter sa contribution réelle pour y trouver des solutions. Oui, et là, c'est en termes de solutions que Sa Majesté venait de proposer. Est-ce que vous avez d'autres éléments à compléter concernant les pistes de solutions pour améliorer un peu votre gouvernance? Oui, donc, comme le président l'avait dit, les chefs traditionnels ont un rôle très important dans la société. Ils sont des acteurs du développement et les vecteurs de la bonne gouvernance, comme l'a dit. Donc, dans les restaurants. Donc, pour ce fait, pour mieux respecter maintenant les difficultés, trouver des solutions dans le cadre de la chefferie traditionnelle, nous l'avons dit. D'abord, ce qui a frustré les chefferies traditionnelles, c'est la création anarchique des cantons. Ça, c'est très important. Ça a frustré tous les cantons. Aujourd'hui, vu les créations de nouveaux cantons, qui, aujourd'hui, je crois que sous le contrôle de notre président, nous avons à une dizaine d'années, à 400 ou bien 500, 400 quelques. Aujourd'hui, on se retrouve à 700 cantons. Vous voyez? Donc, c'est ça là, pour ce fait, nous, pour des solutions, je crois que nous recommandons que les gens prennent acte de ne pas créer des cantons sans assise territoriale. Merci. Okay. Et docteur, vous, en tant que personne qui est au-dessus de la mêlée, et avec un regard un peu distancé, quelles sont vos attentes par rapport aux efforts que les chefs traditionnels doivent fournir? Je voudrais peut-être formuler deux petites recommandations. Oui. La première, il faut qu'il y ait moins d'interférences politiques et administratives dans le fonctionnement des chefferies traditionnelles. La deuxième petite résolution, c'est sur le plan du foncier. On ne le dit pas souvent, mais les chefs traditionnels ont un rôle important qui est signalé dans certains textes, surtout dans le droit foncier coutumier. Il est dit clairement que pour les provinces à dominance musulmane, c'est les chefs des cantons qui gèrent la terre. C'est eux qui attribuent la terre. Mais dans certaines communautés où il y a des chefs de terre, dans le milieu animiste, par exemple, c'est le chef de terre qui attribue les terres. Or, nous savons que la terre est source de tous les problèmes au Tchad. La plupart des conflits, c'est autour du foncier.
Mais on n'a jamais pris en compte un certain nombre de préoccupations des populations, des chefferies traditionnelles et également des textes qui existent pour essayer de régler ça. Donc je pense qu'il est temps de pouvoir prendre en compte cela. Et ça permettrait de régler une bonne partie de nos problèmes. Parce qu'on a toujours dit que le problème du Tchad, c'est les hommes politiques et les politico-militaires. Que ce soit sur le plan du conflit sur nos territoires, conflit armé, etc. C'est les deux. Mais qu'ils ne se mêlent pas, qu'ils contribuent plutôt à aider à la résolution des difficultés dans nos territoires. Et ainsi, on pourra donc arriver à une situation de paix pérenne. Je crois que c'est important. Voilà, merci à tout seigneur, tout honneur. Il nous reste juste 1 minute. Le dernier mot revient à vous, Monsieur le Président, Sa Majesté Tameta. Merci pour avoir donné, disons, la possibilité à la chefferie traditionnelle de dire d'abord ses préoccupations. Et comme je le dis tout le temps, nous sommes à la base avec les sociétés. Donc, nous disons que les autorités traditionnelles sont l'incarnation des valeurs ancestrales. Et de ce fait, ce qui pointe à l'horizon, le dialogue que nous voulons, disons, à tout cœur, que cela puisse amener les Tchadiens à discuter ensemble et que la refondation qui va découler de ça soit véritablement prise au sérieux. Soit prise au sérieux de manière à se dire qu'une nation, que le développement d'une nation est intrinsèquement lié aux capacités de cette nation à véritablement mettre en exergue toutes ces valeurs profondes, les mettre en adéquation avec la modernité et les possibilités, disons, d'évoluer. Parce qu'on ne peut pas rester en marge. On a nos valeurs. Si on ne les met pas en adéquation avec tout ce qui se passe en termes de développement futur, on va rester en marge. Et comme on le dit, si vous n'avez pas vos repères, vous allez être comme une girouette qui va flâner comme ça et qui n'aura aucun objectif réel. Donc il faut véritablement qu'on arrête ces comportements du passé, qu'on fasse attention d'éviter ce mimétisme stérile et pervers, de mimer sans réfléchir les types de développement que nous importons de l'extérieur, sans les mettre en éducation avec nos réalités. Parce que les vraies richesses, ce sont des richesses qui sont fondées sur nos valeurs millénaires. Et c'est avec ça que nous allons construire un socle dur, sûr et stable pour un développement futur que nous allons liguer demain à nos générations futures. Donc il ne faut pas oublier cela. Et je pense que quand on a mis en place le Haut Conseil des collectivités autonomes et des chefferies traditionnelles, grâce aux grandes décisions du maréchal, paix à son âme, c'était effectivement pour prendre en considération toute cette valeur ancestrale et millénaire. Et qu'il faut ne pas oublier que si on doit, au sortir de toutes de ces assises-là, ne pas oublier que l'institution de la haute autorité des chefferies traditionnelles mérite véritablement qu'on s'y penche et qu'on mette en place cette structure pour que les chefs traditionnels apportent, comme on l'a dit tout à l'heure, leur véritable contribution pour que la construction du pays, d'abord la paix, la sécurité et le développement soient des valeurs sûres qui vont nous permettre d'aller dans un stade millénaire pour tous ces enfants, pour tous ces filles et ces fils. Merci pour ces sages conseils, cette conclusion qui nous amène à la fin de notre émission. Nous avons eu l'honneur d'accueillir autour de ce plateau leur Majesté Tameta Didinga, président du Haut Conseil
des collectivités autonomes et des chefferies traditionnelles et président de l'association des autorités coutumières et traditionnelles du Tchad, Sa Majesté Youssouf Mamadou Afono, chef de canton de Nguélia 1 dans la province du lac Tchad, et le juriste Dr Ngabo Ndiaya. Il est enseignant-chercheur à l'université de N'Djamena autour de ce thème chefferie traditionnelle. Nous avons fait le tour de la question. Vous avez suivi de bout en bout, chers auditeurs, chers téléspectateurs. C'est le moment de vous remercier. Merci de votre aimable attention. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro. Au revoir.